Sans la musique, la vie serait une erreur. Voilà une pensée à laquelle, sans doute, la plupart d'entre nous souscrivons. C'est une pensée de Nietzsche, un aphorisme célèbre parmi tant d'autres qu'il nous a légué. La musique, c'est vrai, rend notre vie plus belle, plus légère ou plus intense, probablement plus digne d'être vécue. La musique nous porte à travers l'existence, nous accompagne à travers nos moments de joie, de tristesse, de deuil ou d'euphorie. Et ce compagnonnage a quelque chose de réconfortant, de cathartique, de galvanisant. Surtout, la musique se passe de mots et de concepts, de langage articulé. Elle laisse nos impressions se déployer sans autre finalité qu'elle-même, avant toute analyse, tout jugement, tout travail de sélection produit par l'intellect. Et elle laisse ainsi entrevoir la surabondance de la vie et toutes ses potentialités. C'est cet aspect particulièrement, cette ouverture infinie sur l'existence, qui fascine Nietzsche et qui l'incite à placer la musique au sommet de tous les arts. Nietzsche est musicien. Il a appris le piano alors qu'il était enfant. À 12 ans, il joue des sonates de Beethoven. C'est un bon pianiste, un compositeur également, dont on a d'ailleurs conservé une quarantaine de pièces, inachevées ou non, poèmes symphoniques, ébauches d'opéra, esquisses d'oratorio, un kyrie également. Il aurait certainement aimé être un grand compositeur, mais il n'en avait probablement pas l'envergure. Sa passion pour le piano et la musique ne l'ont en tout cas jamais quitté. Et l'on raconte que, même après avoir sombré dans la folie, il a continué à jouer à son instrument fétiche chaque jour, du moins tant que ses forces physiques le lui permettaient encore. Sur l'échelle de ses plaisirs, a-t-il écrit un jour, il y a tout en haut l'improvisation musicale. Tous les témoignages de l'époque confirment d'ailleurs que Nietzsche était un excellent improvisateur. Ensuite viennent la musique de Wagner et Beethoven. Encore après vient la joie que lui procure lorsqu'il se promène de bon matin, explique-t-il, quelques bonnes trouvailles philosophiques. Et enfin seulement, vient le plaisir physique, sensuel, ce qu'il appelle la volupté. Selon Nietzsche, le plaisir que procure la musique est donc plus précieux que le plaisir sensible. Il est moins éphémère, moins fugace. Il a quelque chose de plus intime, de plus durable, quelque chose d'existentiel en fait. L'un des biographes de Nietzsche, Rüdiger Safranski, a une très belle formule. Il dit « Toute la philosophie de Nietzsche est une tentative pour adhérer à la vie, même quand la musique s'est tue. » Il suggère que la musique et la philosophie sont pour Nietzsche des aides, des soutiens, des moyens, des stratégies pour rester accroché à l'existence, pour ne pas être aspiré par le grand vide, pour rassembler ses forces, pour construire du sens. Safranski suggère aussi que dans cette entreprise de mise en forme de notre existence, la philosophie ne vient qu'en second, comme relais de la musique en quelque sorte. Est-ce que la philosophie est à la hauteur de la tâche ? Non. Nietzsche a eu très tôt conscience de l'insuffisance fondamentale de la philosophie, de son incapacité à justifier l'existence, pour reprendre l'une de ses expressions. Seul l'art peut véritablement justifier l'existence. Mais au moins la philosophie s'y évertue. Comme Nietzsche s'est évertué tout au long de sa vie consciente, à rapprocher l'art et la philosophie. Sur le fond, en développant une pensée philosophique qui est une invitation à esthétiser l'existence, à vivre sa vie avec l'intensité, le plaisir, la joie que procure l'expérience artistique, avec aussi la liberté d'esprit, le goût du risque propre à une mentalité d'artiste. Sur la forme, en choisissant d'écrire dans une langue non académique, une langue littéraire, souvent poétique, truffée d'images, de métaphores, de formules suggestives, de fulgurances, jouant sur la structure mélodique de la langue, bref, tirant la philosophie vers une forme d'expression artistique. La passion de Nietzsche pour la musique transparaît de manière spectaculaire et originale dans son premier ouvrage publié, qui paraît en 1872, lorsqu'il a 28 ans et jeune professeur à l'université de Bâle, en Suisse. Cet ouvrage, l'un de ses plus célèbres, c'est La naissance de la tragédie. Quel est donc le lien entre la tragédie et la musique ? Ce lien est suggéré dans le titre complet que Nietzsche donne à son livre « Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik », la naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique. Quelle est l'hypothèse de Nietzsche dans cet ouvrage ? Que la tragédie grecque est née, historiquement, du chœur, des chants et de la musique du chœur. Ce n'est que dans un deuxième temps que les acteurs, leurs paroles, leurs actions, qui produisent les héros tragiques à proprement parler, ont gagné en importance. La tragédie est donc originellement liée à l'esprit de la musique, un esprit que Nietzsche qualifie de dionysiaque. C'est là qu'à la thèse historique se superpose une thèse culturelle, nous allons y revenir. Outre le titre de l'ouvrage, la dédicace suggère également l'allégeance que, dans ses réflexions philosophiques, Nietzsche fait à la musique. La naissance de la tragédie est en effet dédiée à Richard Wagner.
son noble compagnon d'armes, écrit-il dans la préface. Et de fait, les circonstances d'écriture, la motivation même de Nietzsche à écrire son ouvrage et les thèses qu'il y défend sont indissociables de sa rencontre au début des années 1870 avec le génial compositeur. C'est à cet ouvrage et aux problématiques qui s'en dégagent que nous allons consacrer ce premier cours. Comme je l'ai expliqué dans le prologue, j'ai pris le parti de présenter l'œuvre de Nietzsche de manière chronologique, sans m'interdire évidemment de circuler librement d'un ouvrage à un autre ou d'une période de la vie de Nietzsche à une autre. Cette approche n'est pas très originale, mais elle me paraît justifiée, dans la mesure où les ouvrages de Nietzsche s'engendrent les uns les autres, pour ainsi dire, où chacun est, au moins en partie, une reprise, une explicitation, un commentaire du précédent. Dans la mesure aussi où l'écriture de Nietzsche est inséparable de sa biographie, où chaque livre correspond à des expériences personnelles, à des étapes de sa vie, que lui-même d'ailleurs a pris soin d'identifier dans son autobiographie « Ecce Homo », rédigée en 1888, quelques mois avant son effondrement. Dans cette configuration, La naissance de la tragédie est un ouvrage matriciel. Il inaugure l'œuvre philosophique de Friedrich Nietzsche. Il contient, c'est assez frappant, presque l'essentiel des réflexions qui vont irriguer les ouvrages de Nietzsche durant les 15-20 années qui vont suivre. Par exemple, l'importance cruciale de l'art, et notamment de la musique, qu'il conçoit comme des puissances vitales les plus affirmatives qui soient. Cette conviction, il la défendra jusqu'au bout. L'approche de la culture en termes d'équilibre physiologique. L'affirmation de la supériorité du modèle grec, en tout cas présocratique. À l'inverse, la critique de la culture allemande contemporaine. La critique également du platonisme, qui annonce la critique du christianisme, qui va déterminer toute la réflexion morale de Nietzsche. Et puis tout un réseau de références, de personnages, fictifs ou réels, qui deviendront familiers aux lecteurs de Nietzsche. Dionysos, évidemment, sorte d'alter ego de Nietzsche, qui surgit ici et ne disparaîtra plus de ses ouvrages. Héraclite, le philosophe présocratique, qui restera une source d'inspiration fondamentale. Schopenhauer et Wagner, bien sûr, figures tutélaires qui tomberont plus tard de leur piédestal, mais par rapport auxquelles Nietzsche continuera de se situer, même négativement. J'ajoute que dans cet ouvrage, La naissance de la tragédie, Nietzsche inaugure également une méthode d'investigation philosophique, qui sera sa marque de fabrique, la généalogie. On y reviendra bien sûr. Et que cette approche généalogique, qui cherche à retrouver l'origine des valeurs dominantes au sein d'une culture, recourt à deux types d'explications indissociables l'un de l'autre. Des explications d'ordre psychologique et des explications d'ordre physiologique, l'esprit et le corps, qui pour Nietzsche ne forment qu'un. D'un point de vue biographique, cet ouvrage témoigne de deux événements capitaux dans la vie de Nietzsche. D'une part, il est le fruit de la rencontre de Nietzsche avec Richard Wagner au début des années 70. D'autre part, il marque le passage de Nietzsche des lettres classiques, ce qu'on appelle alors la philologie, à la philosophie, car Nietzsche n'est pas professeur de philosophie, il est professeur de lettres classiques. Le livre marque donc l'entrée de Nietzsche dans l'histoire de la discipline philosophique. Il est passionnant de voir comment s'opère ce passage, comment a lieu le transfert de motifs philologiques vers des concepts philosophiques. Enfin, je dirais que l'intérêt du livre, outre sa dimension inaugurale pour la philosophie de Nietzsche, réside dans sa confection même, dans le faisceau de motivations qui le constitue et qui en font un objet unique, un livre profondément original. En effet, pour que naisse cet ouvrage, il a fallu que se combinent au bon moment différents éléments. Une passion, la passion de Nietzsche pour la musique, il voulait écrire quelque chose sur la musique. Une compétence intellectuelle, sa connaissance de la Grèce antique, et dans le cadre de son travail d'universitaire, il avait l'obligation de produire un travail sur la Grèce. Une ambition personnelle, il voulait jouer un rôle dans la vie culturelle de son pays. Et tout cela fécondé par une rencontre décisive, étonnante, la rencontre avec Wagner. Sans l'un de ces ingrédients, l'alchimie n'aurait pas pris et le livre n'aurait jamais été écrit. Mais avant d'entrer dans le cœur de l'ouvrage et de présenter ses enjeux et ses thèses principales, arrêtons-nous sur la biographie de Nietzsche. Qui est-il en 1872 lorsque paraît La naissance de la tragédie? Quel a été son parcours? Que fait-il à Bâle? Pourquoi enseigne-t-il les lettres classiques à l'université? Dans quelles circonstances a-t-il rencontré Wagner?